Les amis, j'espère que vous allez bien. Le résumé de l'actualité de nos footballeurs éléphants commence. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de ces joueurs. Les amis, on a Chelsea qui est vraiment intéressé par Yann Diomandé. Les scouts de Chelsea sont extrêmement impressionnés par les progrès de Yann Diomandé. Il y a des sources proches du club qui disent qu'ils vont tenter de le prendre parce qu'eux, ils ont une politique de recrutement axée sur les joueurs de moins de 21 ans. Donc, Chelsea pourrait passer à l'action dès janvier 2026. Mais bon, ils sont pas sûrs, hein, parce que on a Arsenal, on a Liverpool, on a Manchester United et même Manchester City qui sont en train de suivre Yann Diomandé. Voilà. Du coup, on a Leipzig qui l'a arraché à un prix d'or. Et ils disent qu'ils vont pas le laisser partir facilement. Voilà, donc ils disent que minimum 88 millions d'euros. Si vous n'avez pas 88 millions d'euros, minimum 88 millions d'euros, ne venez pas discuter avec eux. Bon, Yann Diomandé, lui, c'est un talent brut. Voilà, c'est indéniablement un talent brut. Il a une explosivité et une maturité qui est précoce et ça fait de lui un atout rare pour Chelsea qui a vraiment besoin d'injecter la créativité sur les ailes. Mais bon, soyons critiques, on a qu'à voir les choses claires. Eux, ils ont une histoire mitigée avec les jeunes joueurs. Voilà, on a vu tous avec Kepa, Zuma, même Jérémy Boga, pas mal de joueurs, Lukaku, tout ça là sont passés par Chelsea et ça n'a pas bien été. Donc à 18 ans, Diomandé, si il part à Chelsea, il va avoir 19 ans cette année. Le risque de jouer sur le banc, si la concurrence est féroce, est énorme. Voilà, c'est vraiment énorme. Donc, son arrivée, ça peut peut-être dynamiser l'attaque de Chelsea. Mais bon, il y a des joueurs qui sont déjà là. De son côté, il y a, comment il s'appelle, Estevao. Il y a le petit de Manchester United, là. Lui qui est allé à Chelsea, j'ai oublié son nom. Écrivez son nom en commentaire. En tout cas, est-ce qu'ils vont lui offrir le temps du jeu? Je ne suis pas certain. Du coup, je me dis c'est un mauvais choix qui part à Chelsea. Voilà. Il y a des clubs qui sont en train de se construire, les clubs de Première Ligue. Je prends l'exemple Manchester United. Même, je préfère même qu'ils partent à Manchester City ou Liverpool qu'à Chelsea. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il y a des clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea qui le suivent. Dans quel club vous le voyez en Première Ligue? Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va aborder la défaite au goût amer qu'a laissé donc l'élimination de la Côte d'Ivoire face au Mexique. On perd donc sur la plus petite démarche 1-0 face à une équipe du Mexique qu'on a largement dominé pourtant. Ça a vraiment été un match dominé de la tête et des épaules par la Côte d'Ivoire. En première mi-temps, on se crée un grand nombre d'occasions. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup, mais clairement, la Côte d'Ivoire avait pris le dessus au nombre des occasions. Mais alors en deuxième mi-temps, on leur a littéralement marché dessus athlétiquement. Donc, on s'est créé vraiment un nombre incalculable d'occasions et on perd en fait vraiment sur un but contre le cours du jeu. C'est aussi simple que ça. On se fait aussi voler un penalty. On est à la 45e minute, donc juste avant avant que l'arbitre siffle la mi-temps sur un ballon centré, on a au moins un joueur mexicain, si ce n'est deux, qui touche le ballon du bras. D'ailleurs, l'arbitre est allé faire une vérification au niveau de la VAR, etc. Et on voit très clairement le bras complètement décollé du corps, de la part donc du joueur mexicain. Et de manière absolument inexplicable, l'arbitre décide que non, c'est une position naturelle. C'est d'autant plus frustrant que au match précédent contre la Suisse, on se prend un but décisif. En fait, moi j'estime on a fait jeu égal avec la Suisse en première mi-temps jusqu'à la 30e minute, au moment en fait où on encaisse donc le deuxième but sur penalty. Et là, à ce moment-là, donc l'équipe s'est littéralement écroulée psychologiquement. Mais le penalty qui avait été sifflé contre nous, donc contre la Suisse, au contraire, c'était une main dans la surface, certes, mais le bras était complètement collé au corps. Là, sur ce penalty-là qui a été sifflé contre nous, on estime que ce n'est pas une position naturelle. Et là, aujourd'hui, contre le Mexique, alors que le bras est complètement décollé du corps et augmente la surface la surface en fait corporelle du joueur mexicain. Là, à ce moment-là, l'arbitre estime que c'est une position naturelle. Bref, c'est une grosse injustice qu'a subi notre équipe, d'autant plus que si on marque ce but juste avant la mi-temps, clairement, ce n'est plus le même match après. Les Mexicains, en deuxième mi-temps, auraient été obligés de se découvrir, auraient été obligés de jouer plus haut, et là, à ce moment-là, on aurait clairement eu l'avantage sur eux sur le plan athlétique. Parce que clairement, on leur a marché dessus tout au long du match. On a vraiment été supérieur au niveau athlétique, au niveau vitesse. Plusieurs fois, en fait, nos ailiers, notamment
Évidemment, Yao, mais même sur le côté droit également, plusieurs fois, nos joueurs sur l'aile, en fait, ont pris le dessus sur les joueurs mexicains et si à ce moment-là, donc ils avaient joué plus haut, vraiment, non, la deuxième mi-temps aurait été clairement notre avantage. Bref, je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, et encore moins pour un match de cette catégorie d'âge, parce que comme je le disais à la précédente vidéo, l'important ce n'est pas pour cette catégorie d'âge-là, l'important évidemment ce n'est pas la victoire ou non, c'est le contenu du jeu. Et donc déjà, l'important c'est de participer et de développer en fait un contenu de jeu sur lequel on peut construire ensuite, à la fois individuellement pour la carrière individuelle donc des joueurs, mais également collectivement d'un point de vue générationnel, etc. Et là, clairement, donc à ce jeu-là, évidemment que le bilan est mythique mi-raisin. Aujourd'hui, donc déjà on est éliminé. Si on est éliminé, c'est parce qu'on n'a pas produit un jeu suffisamment satisfaisant et parce que dans plusieurs domaines en fait on a été déficient. Alors sur ce match, clairement, on se crée énormément d'occasions, mais en football, quand on domine, mais qu'on ne se montre pas réaliste et quand on ne se montre pas tueur dans les derniers gestes, on finit par le payer. Ça c'est clair, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'a pas concrétisé nos innombrables occasions, et on s'est fait punir dans le cours du jeu. En fait, surtout même plus que même des occasions, en fait, on sentait que les Mexicains devant nous étaient démunis, et que dans les 30 derniers mètres, vraiment, on aurait pu faire la différence avec un tout petit peu plus de conviction. Et moi, c'est un peu l'impression générale que m'a donné cette équipe, et c'est un peu ça justement qui laisse vraiment un goût amer, c'est que c'est un groupe qui a clairement les moyens de s'imposer, au moins face à des équipes telles que le Mexique. Je ne parle pas de la Suisse nécessairement, mais au moins contre le Mexique, il y avait aucune raison qu'on perde ce match. Mais dans les phases décisives, notamment dans les 30 derniers mètres, clairement, on a manqué de conviction. Il y avait des séquences de jeu où ça s'est terminé par un tir sans conviction, alors qu'on aurait pu en fait davantage combiner entre nos joueurs du compartiment offensif. Et c'est qui d'ailleurs était disponible, hein. C'était d'ailleurs assez surprenant d'ailleurs comparé en fait aux tactiques utilisées par le coach Vasseriti au Maroc ou même à l'UFOAB. On évoluait clairement plus haut parce qu'on ne se sentait pas en danger derrière. Donc nos quatre joueurs devant vraiment restait en fait même en phase défensive, restait très haut sur le terrain. Et donc quand on est aussi haut, quand on a autant pris on prend quand on prend autant l'avantage physique sur la défense adverse, il faut pas hésiter à combiner. Mais là on a l'impression que malgré cette supériorité là, la conviction n'y était pas. Et c'est un peu comme si d'ailleurs c'était un groupe qui manquait d'automatisme entre eux. Ça c'est très 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 surprenant parce que c'est surprenant parce que c'est de la part d'une génération qui a effectué qui a participé à trois compétitions internationales au cours de la même année. Au cours de la même année 2025, on a joué trois compétitions internationales. Donc comment ça se fait que on manquait autant d'automatisme sur le terrain? Mais la raison est simple, c'est que, et ça on l'a abordé plusieurs fois, la raison est simple, c'est que c'est un groupe qui a été changé aux trois quarts par rapport à celui qui avait évolué en avril dernier au Maroc, qui a encore changé par rapport à celui qui a évolué à l'UFOAB. Et donc on s'est présenté là avec non seulement six joueurs qui avaient démarré la compétition donc de la CAN 2017 au Maroc. Et ça, il va falloir que des explications soient données. Honnêtement, je n'ai aucun problème à ce que on soit même éliminé. J'ai aucun problème à la limite à ce que des joueurs aussi jeunes ne soient pas réalistes devant le jeu et devant le but et donc gâchent des occasions de but, etc. À la limite, c'est pas grave, ça c'est de l'apprentissage. Là, c'est déjà très très bien de se créer des occasions, ça veut dire qu'on en a les moyens. C'est juste l'apprentissage. Par contre, que le collectif apparaisse aussi perturbé par autant de changements, et clairement, il y a aucune raison qu'on ait perdu des matchs de préparation contre l'Ouzbékistan, je crois que c'est le Paraguay, etc. Enfin vraiment, ça fait 5 matchs qu'on est à la fois donc de compétition et de préparation, 5 matchs sans aucune victoire. Clairement, il y a un gros problème. Alors que on est un groupe déjà qui a participé à deux compétitions majeures la même année, donc à la CAN U17 et à l'UFOAB, et ce sont deux compétitions qu'on a dominées en très très grande partie. On a remporté la dernière et on a été en demi-finale au Maroc. Donc il n'y a aucune raison qu'on se soit psychologiquement écroulé comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait aussi peu d'automatisme. On le voyait dans le match aujourd'hui.
le jeu collectif est quasiment néant, est quasiment inexistant. C'est vrai, franchement, on a fait jeu égal dans le jeu avec le Mexique. On voit que les joueurs ont une bonne base, quand même une bonne base technique, avec des transversales notamment très précises, un jeu long vraiment précis. Et donc ça, c'est appréciable. Mais on sentait que collectivement, c'était pas du tout la même chose que ce qu'on avait vu, notamment au Maroc où on avait développé un jeu vraiment vraiment enthousiasmant et même à l'UFOAB. Donc en fait, on a participé à 3 compétitions cette année et en fait, le contenu du jeu et la cohésion de l'équipe est allé en descendant. Notre meilleure compétition a été celle au Maroc. Ensuite, on a fait une compétition acceptable à l'UFOAB dans le contenu du jeu. Et puis, pour se retrouver en fait vraiment proche du néant dans le contenu du jeu là à cette Coupe du Monde. Donc tout le monde apprend, les joueurs apprennent, le staff technique également, il a des leçons à en tirer. Vraiment, ça n'enlève rien au mérite du coach Vassiriki qui a un très très bon parcours jusque-là. Donc c'est un jeune entraîneur. Mais la FIF également a besoin d'apprendre. Déjà, la FIF a besoin de doit nous fournir des explications. Honnêtement, au niveau communication, ça a été vraiment lamentable. Alors que donc certains clubs sont montés au créneau pour demander des explications hein, sur le fait que par exemple un joueur comme Sommet par exemple, les joueurs comme Diarra-Souba etc n'aient pas été sélectionnés pour cette CAN. Comment ça se fait que la FIF ne fournisse aucune explication? Je pense qu'on est en droit de réclamer des explications. Alors je veux bien que tout le monde apprenne, hein, ça fait 12 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas participé à ce type de compétition. Donc ça se fait pas comme ça. Vraiment, des équipes par exemple comme le Mexique sont très régulièrement en fait appelées en fait à participer à la Coupe du Monde U17. Donc voilà, il y a une mémoire organisationnelle qu'il faut reconstruire en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà très bien qu'on ait participé à cette compétition et il faut que désormais on ne rate aucune compétition de jeunes, aucune compétition U17, U20, etc. Mais il faut vraiment tirer les conséquences. Il faut vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc pourquoi est-ce que le groupe a été modifié aux 3 quarts alors qu'on est dans la même année et que dans la même année on a participé à trois compétitions majeures. Normalement ça aurait dû être exactement le même groupe à peu de choses près. Je comprends qu'il y ait des joueurs qui en sortent et d'autres qui rentrent, etc. parce que c'est au mérite. Mais c'est pas normal que les 3 quarts du groupe aient été modifiés. Moi, je n'adhère pas nécessairement aux théories du complot qui veulent que il y a eu du copinage, etc. Honnêtement, je vois pas l'intérêt pour un coach comme le coach Vassiriki, par exemple, qui lui a besoin de se constituer en fait une réputation et un CV. Donc, il avait aucun intérêt à sélectionner des joueurs moins bons que ceux qui étaient disponibles. Pareil pour la FIF, le président Idriss est accroché à son bilan. Il veut absolument avoir un bilan un bilan flatteur au niveau des sélections. Donc, je vois pas l'intérêt pour lui de permettre que des joueurs moins bons soient sélectionnés et donc que la FIFA enregistre un échec. Donc, je ne veux pas y croire. Je veux pas croire à cette théorie du complot. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très surprenant, encore une fois, que des joueurs aussi bons que le capitaine Sommet, par exemple, n'ait pas participé à cette compétition. Idem pour Diarra-Souba, par exemple, à droite, mais ils sont légion. Il y en avait d'autres encore. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, dans le contenu du jeu, ce on peut constater, c'est qu'il y a eu un gros changement également, même dans le style de jeu que nous avons pratiqué, et notamment les caractéristiques des joueurs sélectionnés, notamment au Maroc, mais même à l'UFOAB. Mais vraiment au Maroc, on avait vu des joueurs habiles techniquement, beaucoup plus à l'aise techniquement que ceux que l'on voit, ceux qu'on a vus dans cette Coupe du Monde U17. On a l'impression que la DTN a privilégié des joueurs à fort potentiel athlétique au détriment de joueurs disposant d'un bagage technique intéressant. C'est typiquement, par exemple, donc encore une fois, je pense à Soumé, par exemple, les joueurs du milieu que nous avions au Maroc, euh, vraiment étaient vraiment des techniciens et avaient en fait un jeu de possession ou même d'ailleurs un jeu aussi de transition. Ils étaient capables ils avaient l'intelligence de jeu pour pouvoir passer d'un jeu de possession à un jeu de transition, un jeu en contre, que, que n'avait pas justement ce groupe-là, le groupe qui a joué la Coupe du Monde du 20. Donc c'est important de souligner ça parce que à l'image par exemple de ce que fait la FAD en championnat et surtout en coupe d'Afrique des clubs.
ou le JMG, etc. On a plusieurs académies qui développent en fait un style de jeu un peu à l'image de ce que faisaient par exemple les académiciens de la SEC, autant de Jean-Marc Guillou. Bon, c'est sur ce type de joueurs-là qu'on doit construire nos sélections de jeunes. Il faut pas qu'on retombe dans les travers de ce que nous avions connu par le passé, où on faisait venir des mastodontes athlétiques, mais qui n'avaient pas de bonne base technique. Je ne dis pas que les joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde-là ne sont pas bons techniquement. Par exemple, Yao est très bon techniquement, évidemment Aïdara également, etc. Mais on a l'impression que les critères de sélection physique ont été privilégiés par rapport aux compétences techniques. À la différence de ce qui avait été vu, par exemple, pour la CAN U17 au Maroc, où on avait davantage de joueurs techniques. Bref, ce sont des points que je voulais amener. Encore une fois, c'est une compétition de jeunes. L'important, c'est d'y participer et de développer un fond de jeu satisfaisant. Honnêtement, c'est un échec, mais on va apprendre de cet échec avec l'objectif de participer désormais à toutes les compétitions de jeunes, à la fois pour les U17, les U20, etc. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, donc on lâche pas le morceau. Allez les éléphants. Les amis, on va parler encore de Nicolas Pepe. Bon, selon moi, mais je vais quelques observations et je vais vous dire pourquoi est-ce que il n'a pas été appelé en sélection ivoirienne cette fois-ci. Voilà, je dirais que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et lui-même il a confirmé. Donc par son statut où il a rigolé. Voilà, je m'explique. Nicolas Pepe, c'est un joueur qui a du talent, mais c'est un joueur qui manque de concentration. C'est un joueur qui n'est pas concentré lorsqu'il est face à face avec le gardien. Pour lui, le football, c'est un amusement, c'est un plaisir. C'est comme si on joue devant au quartier. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, on joue devant le quartier. Pourtant, il y a des grands enjeux, il y a des millions d'euros, il y a toute une nation qui te regarde. Et lui, souvent, il se croit au quartier. Voilà. Il manque grandement de lucidité devant les buts. C'est comme s'il va finir de dribbler tout le monde. Et une fois qu'il arrive devant le gardien, il est fatigué, il ne sait plus quoi faire. Soit il va jeter le ballon, soit il va faire des ratés incroyables. Que ce soit avec son mauvais pied, même avec son bon pied, il fait des ratés incroyables. Et en sélection ivoirienne, on peut vous citer le nombre de ratés qu'il a fait. Voilà. Ça, c'est un premier point. Qu'il arrive un contre le gardien, il fait des ratés incroyables. Mais en plus de faire des ratés incroyables, c'est quelqu'un qui aime pas faire les passes à l'attaquant. Voilà, c'est quelqu'un qui aime avoir la gloire sur lui. C'est quelqu'un qui aime pas faire les passes. Moi, je suis vraiment... Depuis longtemps, j'étais un peu peiné pour lui parce que il y a la CAN au Cameroun où est-ce que on a joué, on a été éliminé contre l'Égypte. C'est vrai que contre l'Algérie, Nicolas Pepe a marqué, mais ce que j'ai remarqué, c'est que Sébastien Haller, notre attaquant, était dans de bonnes positions pour marquer. Mais les ailiers ne lui faisaient pas la passe. Voilà, les ailiers ne lui faisaient pas la passe. Si vous voyez en sélection nationale du Côte d'Ivoire que les attaquants ne marquent pas, c'est pas la faute aux attaquants, c'est la faute aux ailiers. Et au milieu des terrains, les joueurs ne donnent pas franchement le ballon aux attaquants. Les gars ne les mettent pas dans les conditions. On a tous vu ici Sébastien Haller lorsqu'il était à l'Ajax, où toute l'équipe jouait pour lui. On a tous vu, dès qu'il allait dans une position confortable, on lui donne le ballon, il marque. On lui donne le ballon, il marque. On lui donne le ballon, il marque. Lui, c'est son travail de marquer les buts. C'est la même chose que Haaland est à Manchester City. Les gens jouent pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'en équipe nationale, on ne joue pas pour lui? Parce qu'on a des ailiers qui veulent avoir la lumière sur eux. On a des ailiers qui manquent d'altruisme. Voilà, ce sont des ailiers qui manquent d'altruisme. Et c'est le cas de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe manque grandement d'altruisme. On a vu un raté qu'il a fait contre le Kenya. Pourtant, Amad Diallo était parfaitement seul. S'il faisait la passe à Amad Diallo marquait, c'était un but tranquille. Mais bon, Tonton a voulu dribbler, il a manqué de concentration, il a manqué de lucidité, il a manqué d'altruisme. Résultat, il a raté. Et c'est pas tout. Le coach Fayemès, j'ai dit depuis longtemps, il était trop indulgent avec Nicolas Pepe. Mais vous savez, dans la vie, la patience a des limites. Et Nicolas Pepe a franchi la ligne rouge. C'était le même match lors du match contre le Kenya. Voilà. Il a raté les ballons, il n'a rien foutu. Et on le fait sortir. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django, qui veut pas sortir, qui est fâché et qui boude l'entraîneur. Déjà, tu n'arraches pas l'entraîneur et puis tu boudes l'entraîneur. Voilà. Ça, c'est un comportement que les entraîneurs sont, je dirais, les entraîneurs n'aiment pas.
Voilà, quelqu'un qui va venir bafouer les autorités, quelqu'un qui va venir montrer qu'il n'y a pas de cohésion dans l'équipe, quelqu'un aussi qui va venir, je dirais, se jouer les enfants qui rient, voilà, devant tout le monde. Genre, c'est la star, le comportement des stars. C'est ça, c'est un peu ça. Du coup, le coach a dit, lui là, je vais lui donner une leçon, il faut qu'il devienne humble. Malheureusement, il n'est pas devenu humble, hein. Voilà, il n'est pas devenu humble. Il n'a pas appelé, il met en statut sur Snapchat une rigolade. Bon, moi je vous dis en même temps, Nicolas Pepe, il va rater la CAN. Voilà, la CAN 2025, là, pour moi, il va rater parce que si ça peut excuser auprès du coach, s'il n'y a pas eu de discussion, s'il n'est pas redevenu lucide, s'il n'est pas devenu altruisme, je ne le vois pas aller à la CAN parce que notre poule est déjà difficile. Voilà, Mozambique, Gabon, Cameroun, on aura des matchs à haut enjeu. Il faut des joueurs qui mettent les attaquants dans les très bonnes dispositions. Il faut des joueurs qui, comme on dit, permettent à ce que on puisse marquer le peu d'occasions qu'on va avoir. C'est-à-dire, même s'il y en a une occasion, un but, une occasion, un but, il y aura des matchs où ça va être fermé. Le match contre le Gabon, ça va être un match fermé. Le match contre le Cameroun, ça va être un match super fermé. Donc, on a besoin des ailiers qui seront altruistes, qui vont donner le ballon à l'attaquant. On aura aussi besoin des ailiers qui vont, comment on appelle, pas manquer de lucidité. On aura aussi besoin des attaquants qui seront en bonne position pour marquer. Ils vont recevoir le ballon, eux ils vont marquer. Voilà. Donc je sais que cette vidéo, ce message va vraiment énerver plutôt, mais comme on a dit en ivoirien, c'est pas mon problème. La vérité rougit les yeux et ne casse pas. Voilà. Il faut qu'il change. S'il ne change pas, c'est pas bon. Voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je prends un exemple. À Arsenal, c'était ça. Et puis en équipe nationale, si ça continue comme ça va être ça. Donc il est fort. On n'en disconvient pas. Mais est-ce que son côté fort là, ça aide l'équipe nationale? C'est ça, il faut se poser la vraie question. Voilà, avec tous ces ratés, tous ces manques d'altruisme, est-ce que ça aide? Parce que aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que si une fois, deux fois, trois fois, tu ne fais pas la passe, ils vont te dire, et puis tu ne comprends pas. Eux, ils vont aller parler à l'entraîneur. L'entraîneur écoute, il comprend. Et une fois que ça arrive à sa limite, il va agir. Voilà, il va agir. Et où nous sommes actuellement, le coach Fayemé, il a les pleins pouvoirs. Il a vraiment les pleins pouvoirs avec cette équipe nationale. S'il veut même plus ne pas s'en passer de tout le monde, il va appeler de nouveaux joueurs et il a la confiance de la fédération. Donc, c'est aux joueurs de devenir humble. Voilà. J'avais dit qu'il y avait 2 poids, 2 mesures aussi. Ça c'est au niveau du coach. Il y a un autre joueur dans le milieu du terrain qui se comporte comme ça. Donc, la manière dont le coach a été intransigeant avec Nicolas Pepe. J'espère que ce coach va faire pareil avec ce milieu du terrain. Qu'il comprenne que dans notre équipe nationale, on cherche 2 qualités. Le savoir-faire et le savoir-être. Je prends un exemple. Le savoir-faire. Tu connais ton travail, tu viens faire ton travail, tu fais bien ton travail. Le savoir-être, tu t'intègres parfaitement dans le groupe, tout le monde aime ton affaire, tu es venu faire ton travail, tu aides les autres à évoluer, c'est ce qu'on a besoin dans l'équipe nationale. Savoir-être, savoir-faire, il a. Je pense que je vais faire une vidéo pour cataloguer tous les joueurs ivoiriens, tous ces 22 joueurs. Est-ce qu'ils savent faire, est-ce qu'ils savent être en sélection nationale? Parce que pour gagner une compétition, il n'y a pas que le talent, il y a la cohésion. Voilà, donc il faut vraiment faut avoir une forte cohésion dans le groupe, ce qui va permettre à ce que dans les moments difficiles, ils vont se serrer les coudes et dans les moments heureux, ils vont être ensemble. Voilà, donc Nicolas Pepe. Voici les raisons pour lesquelles, selon moi, que le coach ne l'a pas appelé. Et si cela ne change pas, s'il n'y a pas eu de discussion franche avant la CAN, je pense qu'il va rater la CAN parce que c'est quelqu'un qui manque de concentration, de lucidité devant les buts. Et aussi quelqu'un qui manque d'altruisme. Et aussi c'est lui qui s'est boudé l'entraîneur, l'enfant guéri. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé sur MVP Foot, mais vu que le phénomène se reproduit, on va en parler encore et encore. Parce que c'est plus qu'un phénomène, c'est vraiment une lame de fond aujourd'hui. C'est mon frère qui m'en a parlé tout à l'heure, qui m'a transmis l'info et je le remercie. À chaque fois, on est surpris d'entendre ça, mais c'est la réalité. La liste de l'équipe de France Espoir vient d'être publiée en prévision donc, du match contre la Suisse et les îles Féroé pour l'Euro donc Espoir. Et on constate que sur 23 joueurs,
6 Ivoiriens figurent dans la liste non publiée par Gérard Batic, l'entraîneur de France Espoir. Je sais pas si on se rend compte, ça veut dire que environ un joueur sur quatre, un joueur sur quatre est ivoirien dans cette sélection. La Côte d'Ivoire colonise littéralement la sélection française et on parle pas de n'importe quelle sélection, l'équipe de France, l'équipe espoir, la sélection espoir du vice-champion du monde et c'est l'une des toutes meilleures équipes européennes et là-dedans donc un quart de l'effectif est ivoirien. Donc, ce constat-là, en fait, il doit vraiment nous amener à prendre conscience de la force que représente notre diaspora. Je dis souvent que le football ivoirien doit marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire le football local et la diaspora. Le football local, on est à la veille du match très important qu'on va jouer contre le Mexique avec les U17. Ça, c'est notre fanion du football local. Et c'est un football qui se porte bien, moi je trouve. J'estime que un football en plein développement. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses à améliorer, etc. Mais un football qui fait notre force aujourd'hui. Mais à l'image d'ailleurs de notre sélection nationale, une moitié vient du football local, l'autre moitié vient de la diaspora. Et la Côte d'Ivoire n'ira jamais aussi vite que lorsqu'elle courra sur ses deux jambes. Et donc, je considère que cette statistique-là, c'est-à-dire un espoir français sur quatre est ivoirien. Cette statistique-là illustre la force de notre football, de notre diaspora. On est de très très loin donc la nationalité, la binationalité la plus représentée dans cette sélection. Avec le Sénégal, on est clairement en fait l'une des plus grosses diasporas en matière de football africain en Europe. Et je pense qu'on surpasse même le Sénégal en valeur individuelle au niveau donc de ce qu'on appelle communément donc les binationaux. Moi, je préfère parler d'Ivoiriens. En fait, un binational est un Ivoirien comme un autre. Il n'y a aucune différence à faire. La seule chose qu'il faut percevoir dans un binational, c'est le potentiel qu'il a et ce qu'il peut apporter au pays. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne conscience de la force que ça représente. Euh, Aujourd'hui, et je le dis, je le répète, le football de sélection, c'est un mercato permanent. Et de la même manière qu'un club n'a pas à rougir de se lancer dans son mercato, de démarcher des joueurs, de faire la cour à des joueurs littéralement, hein, et de présenter son projet à des talents. De la même manière, une sélection n'a aucune honte ou aucune gêne à ressentir à approcher des jeunes issus de sa diaspora qui peuvent lui apporter lui apporter leur talent. Dans ce domaine, plus que jamais, il faut s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. On peut avoir comme modèle même si on a des trajectoires différentes, on a des stratégies différentes. Ok, la Côte d'Ivoire, à la différence par exemple du Maroc ou du Sénégal, la Côte d'Ivoire a comme stratégie d'utiliser pleinement son football local et elle a raison de le faire. Elle a raison de le faire. Les équipes de jeunes, euh, les sélections de jeunes sont d'abord avant tout axées sur le football local et il y a aucun problème avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Là, on est très différent par exemple du Maroc qui a basé toute sa stratégie footballistique sa diaspora et sur ses binationaux. Alors ça leur a permis par exemple récemment de remporter la coupe du monde U20 et c'est une très bonne chose pour eux vraiment. Là-dedans, l'essentiel provenait donc de centres de formation européens, etc. Et ils ont su attirer ces jeunes-là donc à leur sélection U20. C'est une option qu'ils ont prise et ils ont voilà ils connaissent certains succès. Euh, le Sénégal également a une stratégie qui est très agressive envers donc les envers ces binationaux. La fédération sénégalaise a éparpillé partout en Europe des scouts sénégalais qui arpentent les centres de formation européens, qui repèrent les jeunes dès le plus jeune âge, qui prennent contact avec les familles, etc. Ce modèle-là, on doit s'en inspirer, même si encore une fois, on est différent parce que on a une approche par contre différente par rapport à nos académies. Nos académies, à la différence du Sénégal, assurent en fait à nos jeunes un temps de formation en Côte d'Ivoire beaucoup plus long que que les Sénégalais qui, eux, ont passé des partenariats avec des clubs comme Metz, par exemple, qui récupèrent les jeunes très tôt
Et selon moi, ça hypothèque un peu la formation des jeunes. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal a un modèle, nous on en a un autre, mais on peut sans récupérer tout ce qui se fait au Sénégal, on peut s'inspirer de l'approche sénégalaise par rapport en fait à leurs binationaux. Et là-dessus, ils sont très très performants, même s'ils enregistrent certains échecs, comme par exemple récemment donc le jeune Malik Thiaw qui a décliné l'offre du Sénégal pour rejoindre l'équipe donc de l'Allemagne. C'est son choix. Mais le Maroc, le Sénégal, pardon, remporte de vrais succès également dans sa politique. Par exemple, la signature de Ibrahim Mbaye, le jeune talent du Paris Saint-Germain, est un véritable succès. C'est vraiment un véritable coup réussi par le Sénégal. On parle d'un jeune d'à peine 18 ans qui avait toutes ses chances de faire ses classes parmi les jeunes, enfin parmi les sélections françaises, etc. Et peut-être à terme aspirer donc à la sélection A. Un jeune du PSG que Luis Enrique n'hésite absolument pas à aligner en Champions League, etc. Et qui a de bonnes petites aptitudes, même si vraiment c'est pas l'équivalent de Désiré Doué, etc. Mais il a fait le choix du Sénégal et en faisant ce choix-là, il choisit une sélection qui ne lui garantit pas du tout un statut de titulaire, loin de là. Il joue dans le même secteur que Iliman Ndiaye. Il n'a aucune chance de s'imposer face à Iliman Ndiaye et d'être titulaire en équipe du Sénégal. Mais le fait qu'il choisisse le Sénégal démontre à quel point le Sénégal sait se montrer convaincant face à ses binationaux. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est à retenir. Euh, dans dans notre diaspora, on a énormément de talent et vraiment, il est plus que temps de réaliser que nous avons en fait tout intérêt en fait à développer une stratégie ambitieuse vis-à-vis donc des meilleurs talents de notre diaspora. Moi, j'ai bien aimé le fait que donc récemment en interview, euh, Emer Faé dévoile ouvertement ses intentions par rapport à Antoine Bonny. Je pense qu'il faut plus te cacher. Encore une fois, je le dis, il faut se comporter comme un club au cœur du mercato et afficher clairement ses ambitions. Et non seulement donc euh, afficher clairement ses ambitions en termes donc de palmarès par rapport aux compétitions que nous jouons. Nous voulons gagner la CAN et nous voulons aller très loin en Coupe du Monde. On parle notamment du quart de finale, d'un quart de finale. Pour arriver en quart de finale en Coupe du Monde, clairement, il nous faut des renforts et ces renforts-là se trouvent dans la diaspora. Donc, on parle donc évidemment donc de Antoine Bonny, de Kroupi, ne pas hésiter à viser des joueurs comme Solet, mais également par exemple le jeune Doucouré à Strasbourg. C'est des joueurs qui vont pouvoir nous apporter énormément dans les années à venir. Euh, Encore une fois, c'est des joueurs qui ont tout à gagner à jouer pour la Côte d'Ivoire plutôt que d'attendre désespérément un signe de Didier Deschamps. Un joueur comme Antoine Bonny, il faut qu'il réalise que actuellement à l'Inter, il est remplaçant de Marcus Thuram, qui lui-même est remplaçant d'un joueur comme Ekitike par exemple au poste de neuf en équipe de France, qui lui-même est remplaçant de Dembélé, qui lui-même est remplaçant de Mbappé. Et dedans, je ne compte même pas les Mateta, les Kolo Muani qui jouent. Qui seront appelés et rappelés avant qu'on fasse appel à Antoine Bonny. Et c'est normal. On parle du vice-champion du monde. La France est le vice-champion du monde. À côté, nous, la Côte d'Ivoire, on a tout un parcours à effectuer. Et donc, euh, vraiment, il suffit juste d'être lucide. Et normalement, ça ne devrait pas être compliqué de convaincre un joueur comme Antoine Bonny, mais il faut prendre les moyens pour cela. Et ce n'est pas juste un sélectionneur malgré toute l'estime que j'ai pour lui, mais ce n'est pas, voilà, Payet ne suffit pas juste en fait à exposer le projet de toute une nation. Il faut que derrière lui, il ait une fédération organisée qui déploie en fait une structure, une structure elle-même bien rodée. Pour effectuer cette démarche-là auprès donc d'Antoine Bonny, de Kroupi et consorts. Et encore une fois, s'inspirer du Sénégal, le Sénégal n'hésite pas un seul instant à faire jouer des d'anciennes gloires, des légendes du football sénégalais pour se montrer convaincant.
et pour intervenir justement dans les négociations, pour intervenir dans les discussions. Vraiment, je le dis et je le répète. Alors, je suis conscient des différends qu'il y a entre les Drogba, etc., et l'actuelle direction de la fédération, mais il faut dépasser tout cela. C'est une cause nationale. Des légendes comme Drogba, comme Yaya Touré, etc., doivent s'impliquer dans les discussions avec là actuellement donc le Yohan Boni pour le convaincre de venir jouer pour le pays. Et lui-même a tout intérêt à jouer pour une Côte d'Ivoire qui va avec 10 places assurées à l'Afrique, enfin 9 places assurées à l'Afrique à chaque Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire participera à toutes les prochaines Coupes du Monde. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc en optant pour la Côte d'Ivoire, il opte pour un pays qui va lui offrir tous les 4 ans un rayonnement très très important pour sa carrière. Il jouera les premiers rôles en Afrique, et ainsi de suite. Drogba, en jouant pour la Côte d'Ivoire, Drogba n'a évidemment pas regretté son choix. Au contraire, ça lui a ouvert en fait un pan entier du marché international qui, s'il était resté sans équipe nationale, lui aurait échappé. Et donc de la même manière, dans l'équipe de France Espoir, on a donc Guillaume Rest, on a Lenny Yoro, on a donc Zézé, Nathan Zézé, on a de mémoire, on a donc Simon Boabré et donc Kroupi et donc Meïté, le jeune Meïté qui joue au poste d'avant-centre à Rennes. Donc ça nous fait 6 joueurs. Vraiment, dans ces 6 joueurs-là, il y en a pas beaucoup que je vois dans les 2-3 ans, dans les 2-3 prochaines années en équipe de France. Vraiment, je n'en vois pas beaucoup parce que tous les postes là-bas sont littéralement bouchés. Encore une fois, je le dis, c'est le vice-champion du monde. On parle pas de la même chose. En Côte d'Ivoire, par exemple, un Guillaume Rest viendrait faire concurrence en fait à Yaya Fofana. Évidemment que je pense que Yaya Fofana lui est supérieur, mais honnêtement, on aurait avec un Guillaume Rest et Lafont, on aurait un trio de gardiens euh, absolument irrésistible en Afrique. Mais c'est vraiment pas le poste en fait sur lequel on a le plus besoin de joueurs. Mais par exemple, un Lenny Yoro qui joue à Manchester United, ce serait lui pareil. Il n'a rien à attendre de l'équipe de France. Nathan Désé a déjà parlé de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait des avances envers la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on attend pour concrétiser le lien que nous avons avec ce joueur? Et le joueur vraiment que j'apprécie le plus dans cette équipe, parmi ces 6 joueurs ivoirien évoluant dans l'équipe de France Espoir. Bon, bien sûr, il y a Kroupi, hein, que j'aime particulièrement. Également Meïté, qui est un, un avant-centre qui joue en pivot. Et ça, c'est pas quelque chose qui court les rues. Donc, pareil, hein, il a 18 ans aujourd'hui, grand. Je crois qu'il fait quelque chose comme 1m86. Capable de jouer en pivot, très bon de la tête, etc. Je me rappelle d'un match l'année dernière, alors qu'il avait donc 17 ans, un match contre le PSG, où il avait tenu la dragée haute face à la défense centrale du Paris Saint-Germain. Et cela à seulement 17 ans pour un avant-centre, c'est assez exceptionnel. Mais vraiment, le joueur que je ne veux absolument pas que nous rations, c'est Simon Boabré. Honnêtement, c'est un nouveau Désiré Doué. Il a parti. Déjà, il est régulièrement, il a été systématiquement surclassé parmi dans les différentes équipes de jeunes français. Et il a participé à la dernière Coupe du Monde du 20. Il a été l'une des révélations. Il a quitté la compétition parce que son club de Neom le réclamait, parce qu'il devait participer je crois à la coupe à la coupe continentale asiatique. Euh, mais il a planté but sur but pendant cette Coupe du Monde U20. Et aujourd'hui, donc, il est à nouveau surclassé en participant donc à la sélection espoir. Il a à peine 18 ans, hein, lui pareil. Et Simon Boabré a un père il y a 2 ans à peu près, a pris contact avec la fédération ivoirienne au moment où il évoluait à Monaco. Donc, vraiment, encore une fois, 6 Ivoiriens parmi les 23 espoirs français. Ça illustre la force de notre diaspora. Et notre diaspora est déjà largement représentée dans l'équipe dans la sélection ivoirienne. On a facilement la moitié qui en sont issus. Donc il faut cesser en fait avec
nos éternels débats, à savoir est-ce qu'il faut faire appel aux binationaux, est-ce que les binationaux se montrent suffisamment attachés à la Côte d'Ivoire ou quoi. Il faut arrêter avec ces questions philosophiques. Déjà, la question ne se pose même pas puisque la moitié de notre actuel effectif au sein des éléphants est issu de la diaspora. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Il faut tellement même continuer qu'il faut le faire de manière beaucoup plus organisée, avec une fédération bien plus impliquée et encadrant mieux les efforts effectués par notre sélectionneur pour les attirer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, dites-moi bien ce que vous pensez de cette statistique-là. Là, donc, un quart de l'effectif de France Espoir est ivoirien. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que plus que jamais la Côte d'Ivoire doit réaliser qu'elle a une force considérable avec cette diaspora et il faut donc l'utiliser de la meilleure des manières possibles, en tout cas de la façon la plus efficace possible. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et aller aux Éléphantaux demain, il nous faut absolument une victoire face au Mexique. On est totalement capable de le faire. J'ai aucun doute que, notamment athlétiquement, on va s'imposer face à ces Mexicains-là pour revenir dans la compétition et garder toutes nos chances donc de passer au tour suivant. Allez, la Côte d'Ivoire. Salut à tous, on va faire un rapide retour sur la liste des matchs faits pour les matchs contre l'Arabie Saoudite et contre Oman. On a déjà fait un peu plus d'une heure de débrief sur cette liste sur MVP Foot. On va simplement en fait aborder les grandes lignes en fait à retenir hein, de cette nouvelle sélection. Euh, et donc déjà donc aborder en fait le cas des principaux absents. On a quatre absents principaux. Donc la personne donc d'Ousmane Diomandé qui vraiment est un cas vraiment surprenant parce que Ousmane a joué a joué avec le Sporting du Portugal hier et est apparu en grande forme. Il est archi titulaire dans cette équipe du Sporting qui elle-même joue un bon football en ce moment. C'est vraiment très surprenant que Ousmane Diomandé donc n'ait pas été sélectionné pour ces matchs, moi que je considère comme importants. D'ailleurs, dans les matchs amicaux comme ça, en fait, ça aurait été vraiment une bonne occasion de revoir en fait Ousmane aligné d'entrée dans l'un des deux matchs justement pour le voir en fait à nouveau donc développer des automatismes en défense centrale. Clairement, Ousmane Diomandé est l'un des meilleurs jeunes évoluant actuellement à son poste en Europe et bizarrement, en fait, en équipe nationale, non seulement depuis donc la CAN, il n'a jamais réussi en fait à refaire, à remonter la pente, à refaire, à rattraper le retard qu'il avait pris donc pendant la CAN après son erreur contre le Nigeria, je crois. Euh, et à cela, en fait, moi, il me semble que peut-être également que se sont ajoutés à cette ajouté cette contre-performance-là, enregistrée donc pendant la CAN, un, un problème relationnel en fait avec le coach. Donc vraiment, j'espère qu'il n'en est rien et que surtout que tout cela va s'éclaircir bientôt. Évidemment qu'on a besoin d'Ousmane Diomandé, c'est un joueur très important pour l'avenir. Et il y a aucune raison qu'il reste déjà en dehors de la sélection, mais même qui reste à cette position de quatrième choix en défense centrale. Aujourd'hui, c'est clairement dans la hiérarchie le quatrième choix en défense centrale. Et si on s'en tient d'ailleurs à cette sélection, on peut même penser que Gbama lui est passé devant. Euh, alors, Gbama fait un très bon début de saison avec Metz, hein, ça c'est absolument indéniable. C'est un joueur qui a le mérite d'être polyvalent aussi. On sait qu'il peut jouer comme 6 et en défense centrale. Mais clairement, en défense centrale, je ne peux pas croire un seul instant que Ousmane Diomandé lui soit inférieur. Alors, il ne joue pas exactement au même poste parce que Gbama a davantage un profil de libéraux, tandis que Ousmane Diomandé est davantage un stopper. Toujours est-il c'est selon moi un membre de cette sélection à part entière. Et donc, vraiment, j'espère qu'il n'y a pas plus de friture que ça sur la ligne entre lui et Faé, et que donc on va bientôt le revoir. Autre absence à noter, autre grosse absence à noter, c'est celle de Singo. Singo qui est en pleine forme, qui ne souffre d'aucun pépin physique, et qui, malgré tout, est absent. Alors, on est content de revoir Armel Zouri qui avait fait une très bonne fenêtre internationale la dernière fois. Mais il est clair que
Wilfried Sengo, qu'on voit aujourd'hui jouer avec Galatasaray, et qui semble être au meilleur donc de sa forme. Wilfried Singo est un joueur à part entière de l'équipe nationale, un monstre physique et on a besoin de Wilfried Singo en équipe nationale. Donc je pense que c'est important de veiller à ce qui se passe avec lui. Moi, à mon avis, cette non-sélection ressemble tout à fait à une sanction suite à son attitude, à l'attitude qu'il avait eue donc juste avant le match contre le Gabon. En fait, Singo ne s'était pas présenté dans le groupe. Alors il avait prétexté des questions administratives, mais en tout cas les raisons données ne tenaient pas debout parce que encore une fois, d'autres joueurs étaient concernés à ce moment-là par un transfert. Et donc il y avait aucune raison que Wilfried Singo en fait ne soit pas présent pour le match contre le Burundi. Il avait d'ailleurs non seulement il avait rejoint en retard donc le groupe, mais Faye ne l'avait pas aligné d'entrée pour un match aussi important que celui contre le Gabon. Et malgré l'absence d'ailleurs de Doué, il avait quand même aligné donc Zogbe pour ensuite faire rentrer Singo donc en cours de jeu. Donc ça, déjà là, cette décision est apparue comme une sanction envers Singo. Et alors, est-ce que les choses ne se sont pas arrangées entre les deux hommes? Est-ce que Singo l'attitude de Singo a encore agacé le coach? Bref, les explications données par Faye ne semblent pas très convaincantes. Il faut vraiment espérer qu'il y ait rien de problématique et que la présence de Singo à la CAN, évidemment, ne soit pas remise en question. C'est vraiment tout son souhait et aux joueurs et à la sélection. Une autre absence moins importante, par contre, celle-là, parce que je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème. En tous les cas, elle ne concerne pas un joueur à problème. C'est celle d'Opéry, qui lui également est un joueur important de notre sélection, hein, de notre flanc gauche. Opéry n'est pas là, alors que le week-end dernier, il jouait avec son club. Donc, est-ce à cause d'un pépin physique? Toujours est-il que donc Opéry n'est pas sélectionné, c'est à sa place Akpa qui l'est. Akpa est un soldat irréprochable. Hein. Il répond présent et surtout en fait il est très sérieux, très régulier avec Auxerre, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que avec Akpa, on perd offensivement, on perd donc de ce que Opéry peut apporter offensivement, mais c'est une bonne chose que qu'on revoit Akpa de nouveau à ce poste de latéral gauche, qu'il ne soit pas juste cantonné en fait comme une solution en tant que stopper gauche. Comme latéral gauche, on va donc lui demander donc de confirmer ce qu'il avait commencé à montrer. Notamment contre la Gambie, je crois, à Abidjan, et contre le Burundi au Maroc. Euh, non seulement son assurance défensive, mais également donc une assez bonne aisance technique. Bref, on a donc son remplaçant, mais c'est vrai que on note tout de même donc l'absence, j'en suis sûr, momentanée d'Opéry. Je pense pas qu'il y ait plus de problèmes que ça. Par contre, un autre absent à noter, évidemment, bon, donc bien sûr, ce sera donc Ahmed Junior Traoré, là, lui, on le savait, hein, il est blessé, c'est un blessé de longue date, et surtout, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va revenir. À mon avis, la messe est dite, hein, on ne reverra pas Ahmed Junior Traoré cette année. Et donc, une fois encore, donc on va le perdre pour la prochaine CAN. C'est vraiment malheureux parce que c'était vraiment une CAN qui était faite pour lui. Il aurait joué sur des bons terrains, il se serait inséré dans un système que Faye veut mettre en place avec un 10. Tout était parfait pour lui. Quand on voit Marseille jouer aujourd'hui, il a parfaitement sa place à Marseille, hein, notamment donc que ce soit sur le flanc gauche ou comme meneur de jeu. Malheureusement, le sort s'acharne contre ce joueur et manifestement donc il ne sera pas là. Et clairement, il n'est pas sélectionné donc par Faye, ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien aimé voir les deux frères Diallo et Traoré ensemble. Clairement, le jour où on pourra les aligner avec toute la panoplie de pépites que nous avons également, vraiment, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très beau. Mais ce sera pour une autre fois. On a encore le mondial devant nous, donc rien n'est perdu. Donc, autre absent par contre qui pose problème, mais je pense que c'est salvateur même pour lui. Je pense que c'était la meilleure solution, la meilleure décision à prendre, même si je l'imagine très déçu par cette décision. C'est celle c'est donc l'absence d'Adengra. On a essayé tout, hein. On a essayé de sélectionner Adengra même quand il ne jouait pas pour lui redonner confiance. Et ça n'a pas changé sa situation en club. Que ce soit avec Brighton ou aujourd'hui donc avec Sunderland. Clairement, Adengra est dans un creux de sa carrière. Là, ça commence à faire beaucoup, ça fait 2 ans que ça dure.
exactement dans les deux fois dans les deux clubs exactement pour la même raison, c'est-à-dire son inadaptation au football anglais et en fait plus généralement d'ailleurs son caractère un peu trop désinvolte. L'impression qu'il donne partout où il passe d'être nonchalant et de ne pas se battre plus que ça. Et ça c'est très 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 agaçant, surtout quand on connaît le talent du joueur. Quand on sait que quelqu'un a un gros potentiel, vraiment c'est frustrant de ne pas le voir utiliser ce potentiel comme il se devrait. Et c'est vraiment son cas. On le voit faire des courses euh, sans en être vraiment convaincu. Et ça, il y a rien de pire pour un entraîneur. Hein. C'est clair que il va falloir donc que Kadengra change sa manière d'être. On parle même pas juste de sa manière de jouer, vraiment son caractère et sa personnalité. Et je pense que le fait de ne pas être sélectionné là juste avant la CAN, je pense que ça va l'aider à prendre conscience que rien ne lui est acquis, rien ne lui est dû, il faut se battre. Et c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que se battre. Il était au fin fond du Bénin, en Guinée, etc. Vraiment, il s'est hissé à ce niveau-là à la force de sa volonté et bien sûr de son talent, mais d'abord de sa volonté. Et à lui de nouveau donc de faire preuve de caractère. J'ai aucun doute que le football anglais ne lui est pas n'est pas adapté à sa personne, à son jeu. Ça arrive, et c'est pas un drame. Mais le mercato, c'est pas maintenant. Là, il lui reste un mois pour prouver à Faye que il a sa place en équipe nationale. Et donc, il faut qu'il donne absolument tout, l'énergie du désespoir pour convaincre déjà son entraîneur à Sunderland de jouer. Et il faut qu'il joue. Donc, il faut vraiment que on voit dans ses yeux la rage de vaincre. Et à ce moment-là, il y a aucun doute, non seulement qu'il jouera à Sunderland, mais également qu'il sera évidemment sélectionné par Faye. C'est un joueur qui est trop important pour la sélection nationale pour que on s'en passe à la CAN. Mais aujourd'hui, clairement, des joueurs comme Bazoumana Touré, comme Yann Diomandé, lui, sont passés devant dans la hiérarchie. Je pense même qu'un joueur comme Benny Traoré méritait davantage d'être sélectionné que lui. Benny Traoré, d'ailleurs, qui n'est pas là et que je compte comme un absent important. Évidemment, c'est ni une sanction, ni quoi que ce soit d'autre. Au contraire, même Benny Traoré euh, est un membre de cette sélection. Il a quitté la sélection uniquement à cause d'une vilaine blessure. Et depuis, par contre, lui, il se bat et il a, il commence à de nouveau donc stater, de nouveau avoir des résultats. Sa présence à lui justement est vraiment vraiment attristante, vraiment dommage. Et je ne la comprends pas parce que il avait tout à fait sa place dans cette sélection. Faye a fait venir notamment au poste d'avant-centre trois joueurs très semblables, à la fois Haller, donc Richard Koné et Bayo Bakun. La présence de Bayo Bakun, par exemple, était de trop. Et la place que Bayo Bakun occupe aurait pu être occupée numériquement par Benny Traoré. Vraiment, c'est dommage que Faye ne lui ait pas accordé cette confiance-là. Ça aurait été un beau message envoyé à tous les joueurs en fait qui se battent. Ça leur aurait démontré que voilà, dès lors que vous vous battez et que vous avez des résultats, la sélection évidemment est à l'écoute. Je pense qu'il va avoir sa chance pour la CAN. Et, pour la CAN, on n'a pas que 23 joueurs. Donc, qui continue sur ce chemin-là. Et puis, on aura donc la chance de revoir Benny Traoré. Et donc, enfin, le dernier absent, la dernière grosse absence à noter, c'est évidemment donc celle de Nicolas Pepe. Alors lui, écoutez, là, lui, c'est le mystère. C'est même le cas, vraiment, je pense, le plus inquiétant. Parce que déjà, c'est vraiment un joueur très important dans notre équipe nationale, évidemment. C'est un immense talent. C'est également un joueur qui a l'âge d'être un joueur important dans le vestiaire, qui devrait se comporter comme un leader, qui devrait se comporter comme un modèle, et qui malheureusement, en fait, n'a jamais été capable de passer ce cap-là en termes de mentalité. Pareil donc alors différemment d'Allegra, hein, mais c'est le genre de joueur qui a l'air totalement détaché, totalement qui ne voilà qui ne revêt pas en fait le costume qu'il devrait avoir, le costume de grand frère, de leader. Dans une équipe aussi jeune, c'est vraiment dommage et c'est ce que Faé veut lui faire comprendre. Alors est-ce que il va y parvenir? Je sais pas parce que sans lui faire injure, je ne pense pas que Nicolas Pepe ait l'intelligence
de pouvoir justement comprendre en fait à 30 à quoi 31 ans aujourd'hui pour pouvoir comprendre ce qu'on attend de lui. Et pourtant c'est pourtant simple, hein. C'est-à-dire en dehors du terrain, sans se renier, mais avoir une attitude exemplaire. Et puis sur le terrain également, sur le terrain, par exemple l'épisode non seulement déjà le match qu'il a sorti avec les occasions manquées, etc. Moi, je ne le lui en veux pas pour ces occasions-là parce que un- c'est un joueur qui a le mérite de se créer des occasions. Et c'est pas grave à la limite de les manquer. L'important c'est de se les créer. Mais ensuite, il faut montrer quand même que l'on prend le match au sérieux et que euh, voilà, il faut garder en fait une impression rigoureuse. Or cette rigueur-là, il ne la démontre pas. Et ça, c'est très agaçant pour un entraîneur comme Faye. Également et surtout, je pense même que l'épisode au moment de sa sortie, le fait qu'il ne daigne même pas aller encourager donc son remplaçant et puis il semble mécontent de sa sortie, etc. Ça, par contre, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Un jeune joueur, en tous les cas, un joueur qui n'est pas habitué à la sélection pas comme Zouzoua, aurait mérité des encouragements de la part donc de son grand frère Pépé. Et Pépé n'a pas du tout été exemplaire. Je pense qu'il y a dû y avoir ensuite des suites à cela, que ce soit dans les vestiaires, etc. Les explications qu'il a eues avec Faye n'ont pas dû être satisfaisantes. Et il y a juste à voir en fait là la réaction de ce que j'ai appris, la réaction qu'il a eue en postant un message euh, vraiment désinvolte après l'annonce donc de sa non-sélection. Il a juste en fait envoyé des emojis de quelqu'un qui rit, comme si en fait il se fichait complètement de sa non-sélection. Ah ça par contre, voilà, ça c'est au-delà de la bêtise, vraiment. Donc bref, on va voir ce que tout cela ce à quoi tout cela va aboutir. Encore une fois, un joueur peut être aussi talentueux qu'il veut. L'important, c'est le collectif. Et si ce joueur-là ne tire pas dans le sens du collectif, il est plus néfaste au collectif qu'autre chose. On l'a vu déjà avec les exemples de Zaha, par exemple. Si certains n'ont pas compris, ben on va je pense que Faye a un caractère suffisamment trempé pour leur faire comprendre. Alors c'est vrai, là-dessus, la discussion qu'on a eue avec Pascal est tout à fait édifiante. Pourquoi à ce moment-là donc faire deux poids deux mesures avec Seco? Seco a une attitude pas beaucoup plus exemplaire et pourtant il est sélectionné. Ça c'est vrai, ça fait partie des mystères du football. On va pas revenir là-dessus, mais je pense que tout de même, c'est à relever. Faye a envoyé plusieurs messages et ces messages-là vont dans le même sens, c'est-à-dire que pour pouvoir mériter la sélection, il faut être exemplaire, faut avoir un comportement qui profite à l'ensemble du collectif. Et je pense que ce message-là va être reçu 5 sur 5, même si certains joueurs envoient des messages avec des emojis, etc. Je pense qu'à la fin de la journée, chacun réfléchit et chacun comprend que il y a une CAN à jouer, il y a une Coupe du Monde en ligne de mire. Ce sont deux événements très importants dans la carrière d'un footballeur. Et s'ils ne les comprennent pas, ben, on peut pas faire grand-chose pour eux. Par exemple, justement, donc toujours dans ce même ordre-là, donc par rapport à l'importance donc de compétition internationale dans la carrière d'un footballeur. Quand on voit des joueurs alors, binationaux comme notamment comment Wilfried Bony qui a fait un très bon un assez bon match aujourd'hui contre l'Inter, c'est le type de joueur dont on a besoin aujourd'hui. Clairement, que ce soit en 4-4-2, en 4-3-3, enfin peu importe la configuration, mais alors surtout en 4-4-2, vraiment ce serait un joueur qui nous apporterait beaucoup. J'imagine une attaque menée par Bony et Pepe avec derrière eux Amad Diallo et par exemple Yann Diomandé, on ferait vraiment tout exploser, tout exploser. Malheureusement, voilà, l'intelligence n'est pas équitablement distribuée, hein, apparemment. Antoine Bony ne réalise pas encore que déjà à l'Inter, il est le remplaçant de Thuram, qui lui-même en équipe française est remplaçant d'un joueur comme Ekitike, qui lui-même est remplaçant de Diomandé et qui lui-même est remplaçant de Mbappé au poste d'avant-centre. Donc, s'il pense un seul instant pouvoir avoir une chance de jouer la Coupe du Monde, je ne sais pas comment lui dessiner la réalité. La réalité, c'est qu'il n'a aucune chance de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Par contre, il a toute la possibilité de devenir un nouveau Drogba au sein de la sélection ivoirienne.
Sélection qui va jouer toutes les prochaines coupes du monde à venir, toutes les prochaines coupes du monde à venir, avec 9 à 10 places réservées à l'Afrique. Évidemment que la Côte d'Ivoire va les jouer ces compétitions. Et donc, il est assuré d'avoir en fait ce rayonnement-là que qu'offre la Coupe du Monde. Pourquoi réfléchir encore à jouer pour la sélection ivoirienne, une sélection qui vous garantit d'évoluer dans les meilleures conditions, que ce soit à domicile ou comment en déplacement. Et encore une fois, donc une des toutes premières sélections africaines qui va jouer donc toutes les compétitions internationales disponibles. Donc bon, alors faudrait savoir aussi comment est-ce que on s'y prend. Je pense que en toute chose, il faut faire son autocritique, même si je ne discute en rien les joueurs binationaux qui se posent 10 000 questions alors que c'est tout à fait dans leur intérêt de jouer pour la Côte d'Ivoire. Je parle notamment de Boni, de Kroupi, ou encore même en défense d'Omar Solé. Et même on pourrait poursuivre la liste. Hein. À Strasbourg, par exemple, il y a un joueur euh, dont j'oublie le nom là à l'instant, mais pourtant c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est souvent capitaine. Il alterne en fait avec Guéladoué comme capitaine de Strasbourg. Et il joue donc au milieu de terrain, au poste de latéral gauche et au poste de défenseur central. Bon, je vais pas m'en rappeler, mais de toute façon, son nom est assez facilement retrouvable. Et ce joueur-là, par exemple, je ne sais pas il espère encore pouvoir jouer pour l'équipe de France, alors qu'il pourrait être très utile en Côte d'Ivoire. Mais reste à savoir également comment est-ce que ces joueurs-là sont approchés, parce que je pense que la sélection ivoirienne ne fait pas ce qu'il faut. On apprend aujourd'hui, par exemple, que Ibrahim Mbaye du PSG vient de choisir la sélection sénégalaise. Le Sénégal parvient régulièrement à convaincre des binationaux de talent qui ont le choix entre la sélection française, anglaise ou belge et la sélection sénégalaise. Le Sénégal parvient à convaincre ces joueurs-là. Si le Sénégal est capable de convaincre un Ibrahim Mbaye de jouer pour le Sénégal, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne parvient pas à convaincre Antoine Boni ou Elie Kroupi de jouer pour la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que les Ivoiriens soient moins patriotes que les Sénégalais. Donc, c'est bien que la sélection sénégalaise utilise des arguments qui sont plus convaincants que ceux de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à ce moment, il est temps de se pencher sur les arguments qu'on utilise, la méthode qu'on utilise pour approcher en fait nos binationaux les plus doués et les méthodes en fait qu'on utilise pour les convaincre. Également, par exemple, la République démocratique du Congo a enregistré là coup sur coup trois ou quatre annonce là de binationaux qui ont choisi et des binationaux très jeunes hein, qui ont choisi le Congo au détriment de la Belgique. Il y a aucune raison que le Congo soit capable de le faire et que la Côte d'Ivoire n'en soit pas capable. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre à plat ventre et de s'humilier devant qui que ce soit, pas du tout. Mais il faut comprendre que les sélections nationales sont un mercato aujourd'hui. Il y a un véritable mercato international qui se déroule sous nos yeux et c'est à nous de nous montrer convaincants pour convaincre donc des joueurs comme Antoine Boni par exemple et Eddie Kroupi de jouer pour la sélection nationale. Pour l'instant, ces joueurs-là sont absents et ce sont dans la perspective de la CAN, mais surtout dans la perspective de la Coupe du Monde, c'est des absences qui vont nous être préjudiciables. Il faut qu'on diversifie et qu'on épaissit encore plus notre vivier pour espérer donc faire le meilleur parcours possible dans ces deux compétitions-là. Et donc pour ça, il va falloir se montrer convaincant. Et s'il faut avoir recours à nos anciennes légendes, à nos légendes comme Drogba, comme Yaya Touré, pour que voilà que la fédération en fait les contacte directement plutôt que ce soit juste par le biais de Faé. Voilà, il faut s'y prendre comme ça. Il faut aller les démarcher avec de notre côté donc les plus grandes gloires du football ivoirien. Mais bon, pour ça, il faut au niveau de la fédération aussi les différences se règlent entre la fédération et les Drogba et compagnie. Ça encore, ça c'est des questions de personnes qui nous font plus perdre du temps qu'autre chose et qui ne nous permettent pas donc d'utiliser nos forces au bon endroit. Donc voilà, je voulais aborder un peu tout ça. Je voulais finir par la vraiment déjà évidemment la belle annonce de la sélection de d'Oulay. Lui vraiment, on est très 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 content de le voir arriver en sélection. Je pense que c'est le nouveau série et je pense que c'est que vraiment il démarre là aujourd'hui. Enfin, il va démarrer contre l'Arabie Saoudite et Oman. Une belle carrière avec la sélection. Je pense qu'il va nous apporter de belles solutions tactiques et techniques. Il a les moyens de devenir un joueur très important dans cette sélection, mais je crois également aussi beaucoup en Dorgelès, en Mao Dorgelès. Je suis persuadé que ce joueur-là a un bagage énorme,
comparable à celui de Doulay et qui va également lui pouvoir enfin s'épanouir au sein de cette sélection. Pour l'instant, il a été trop timide. Il faut utiliser justement ces deux matchs amicaux là pour vraiment dévoiler tout ce qu'il a à nous montrer et que Faye lui laisse la liberté au milieu de terrain de s'exprimer. Donc ces deux joueurs-là, en fait, je suis vraiment très content. Évidemment, les Yann Diomandé et Bazoumana Touré sont une excellente nouvelle également, leur retour. Euh, et je vais terminer par Richard Koné. C'est vraiment un battant. C'est vraiment le type de joueur de caractère qui va faire du bien à cette sélection. Déjà, Bayo Bakoun est un attaquant de caractère. Richard Koné en est un aussi. C'est très bien que ces deux-là en fait viennent mettre la pression sur Haller. Je considère même pas que Haller soit tant en concurrence que ça. Haller est notre avant-centre. La question ne se pose même pas. C'est notre avant-centre et je pense qu'on va d'ailleurs revenir au 4-3-3 au cours de ces matchs-là. C'est son système et il est très important pour nous, très 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 important pour nous. Un Haller avec à ses côtés Amad Diallo et Yann Diomandé, ça va déménager. Vraiment, on devrait faire de très bons matchs. J'ai très 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 hâte de voir en fait cette équipe évoluer. J'espère que personne ne va se blesser d'ici là, notamment à l'heure. Il faut vraiment veiller sur notre joueur. Mais on va bien préparer la CAN et puis clairement, on va garder ce trophée-là. Donc, on a fait un peu le tour. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.